La musique klezmer s'inscrit mais alors complètement dans cette problématique de ces musiques qui errent, qui vagabondent, puisque, comme on le verra, c'est une musique qui a été véhiculée par des musiciens juifs errants, itinérants. C'est une des caractéristiques de cette musique. Et en fait, cette musique klezmer, dans un premier temps, je vais en donner un petit peu la définition. On verra qu'on aura quelques surprises parce que souvent on a une vision de la musique klezmer qui ne correspond pas forcément à la réalité historique ou musicologique des faits. Et puis je m'attacherai bien sûr tout au long de mon discours à vous faire entendre de la musique et à visionner ensemble aussi des extraits de films, puisque l'avantage des conférences musicales, c'est qu'on peut justement écouter, faire entendre beaucoup de musique. Donc ça, c'est un peu le principe et ça sera le fil conducteur. Et puis on se réservera à la fin 10 minutes, un quart d'heure pour un échange convivial. Donc je répondrai à toutes les questions. Voilà. Enfin, j'essaierai en tout cas. Alors, premièrement, une courte définition donc, de ce qu'on appelle musique klezmer. Donc, comme je l'ai dit, c'est une musique qui était en fait véhiculée par des musiciens souvent très pauvres qui jouaient donc de village en village, ce qu'on appelle les shtetl. Donc, c'est en yiddish, le village. Dans toute l'Europe, aussi bien centrale que l'Europe de l'Est, ce que j'appellerais l'Europe orientale, et ce déjà depuis le Moyen-Âge jusqu'à quasiment la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux persécutions, si vous voulez, nazies et staliniennes qui ont marqué le XXe siècle et marqué malheureusement en grande partie la disparition de ces musiciens dans cette partie du monde. Évidemment, la conférence s'appelle « De l'Ancien au Nouveau Monde », donc on verra que ces musiciens, heureusement une certaine partie d'entre eux avaient émigré dans le Nouveau Monde, et donc ce style s'est continué dans le Nouveau Monde. Et bien sûr, comme la plupart des traditions musicales juives, le klezmer, c'est une musique qui est très fortement marquée par son environnement géographique et culturel, et qui puise en fait son inspiration dans énormément de milieux différents, milieux géographiques bien sûr, mais également aussi bien dans le liturgique que dans le profane. Puisqu'on verra que ça s'inspire aussi bien des danses populaires que des mélodies mystiques chantées par ce qu'on appelle les chassidim, on en parlera tout à l'heure, que du chant synagogal. Donc cette musique klezmer, elle a emprunté aux uns et aux autres, et elle a engendré comme ça une musique d'une très grande richesse, qui n'a cessé d'évoluer dans le temps et dans l'espace, comme on le verra, et qui depuis à peu près 40 ans maintenant suscite l'intérêt un peu partout dans le monde. Et si on veut comprendre en fait comment ce genre est né et a évolué, donc je vais remonter dans le temps et remonter vraiment au début, à l'origine. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas remonter à la Genèse, on ne va pas recommencer, donc ça ira moins loin. Une première chose intéressante, c'est que d'un point de vue étymologique, le terme klezmer, ça vient en fait de l'hébreu, ça découle de l'hébreu. Clé, c'est l'outil en quelque sorte, zemer, c'est plus ou moins le chant, donc c'est l'outil du chant. Et là, on voit tout de suite le rapport entre cette musique instrumentale et le chant. En fait, les instruments ont pour vocation de chanter, au sens réel du terme, comme la voix. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme, en fait, est finalement pas ancien du tout. On le trouve pour la première fois mentionné dans un manuscrit conservé à Cambridge du XVIe siècle. Et c'est un terme qui est à l'époque extrêmement péjoratif. Ça désigne en argot des voleurs, des criminels. Donc, vous voyez que et c'est pas du tout un terme qui aujourd'hui, comme on met la musique klezmer à toutes les sauces, à l'époque, il valait mieux pas être klezmer parce qu'on finissait en prison. Hein. Donc, c'était au contraire le musicien bien, celui qui est érudit, qui connaît la musique, on l'appelle le musikant. Et celui vraiment, et ça c'est déjà Moshe Beregovsky dans son livre sur la musique populaire instrumentale en 1938, quand il parle du klezmer, il dit que c'est en gros un musicien sans aucune éducation qui joue une musique populaire d'oreille, quoi. Voilà. D'ailleurs, quand on interroge des personnes qui sont nées en Pologne, en Russie, dans les années 20-30, la plupart n'avaient jamais entendu parler de ce terme klezmer. Donc il faut bien comprendre que c'est un terme qui était quasiment pas utilisé. Et il n'y avait pas de terme bien défini pour désigner ces musiciens qui jouaient pour les mariages, ces instrumentistes. Et donc les klezmer, le terme, on va le voir, est né beaucoup plus tard.
D'une façon générale, le klezmer désigne la musique instrumentale et s'oppose donc à ce qu'on appelle l'art razanout, c'est-à-dire l'art cantorial, l'art du chant synagogal, si vous voulez. Et il y a une opposition entre les deux, opposition qui est en fait assez factice, puisqu'on le verra, ces deux personnages ont été des personnages clés au sein des communautés juives, le chantre et l'instrumentiste, les instrumentistes qui jouaient pour les mariages et pour les fêtes juives. Et on verra que le fossé finalement entre la musique religieuse et la musique profane, il est souvent factice. En fait, il y a toujours eu des passerelles entre les pratiques liturgiques et les pratiques profanes. Il faut voir que ces passerelles entre musique profane et musique liturgique, entre aussi musique chantée et musique instrumentale, ça existe depuis très longtemps. Alors je vous ai dit qu'on n'allait pas remonter au commencement, mais il faut quand même se dire que les instruments, par rapport au judaïsme, les instruments de musique, on les utilise en général, un juif religieux les utilise très peu. Alors il y a la fameuse interdiction d'utiliser d'instruments qui est soi-disant liée à la destruction du temple. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, on jouait des instruments de musique, et quand il y a eu cette destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ, il y a eu une interdiction de jouer des instruments, puisque le temple avait disparu. En fait, c'est pas si simple que ça, on est sûr de rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours eu des pratiques musicales et instrumentales, puisque dès l'époque antique, on trouve mention de musiciens juifs itinérants qui étaient déjà dans les traces des légions romaines, qui suivaient déjà les Romains et qui se sont répandus comme ça, finalement, dans l'Europe, le long du Rhin. Et puis progressivement, au fur et à mesure que les juifs dits ashkénazes se sont enfoncés vers l'Est, ces musiciens, bien sûr, ont suivi le mouvement. Et ça a duré pendant tout le Moyen-Âge. Ces musiciens juifs faisaient partie, en fin de compte, des saltimbanques, de tous les musiciens itinérants, qui jouaient souvent d'ailleurs dans des milieux juifs ou non juifs, indifféremment, puisque l'important pour eux c'était de vivre, de survivre, de gagner leur vie. Et finalement, ils s'adaptaient tout à fait au public. C'est-à-dire que lorsqu'ils jouaient devant un public non juif, ils récitaient des épopées, des chants, des morceaux instrumentaux, différents types de poésie. Mais lorsqu'ils étaient devant un public juif, ils faisaient des adaptations. Par exemple, le roman de Perceval le Gallois, qui est extrait du Conte du Graal, c'est une chanson, ce qu'on appelle une chanson de geste, qui raconte l'histoire du roi Arthur. Et bien, cette chanson de geste a été traduite dans un idiome juif et qui a été noté dans un livre qui s'appelle Shmuel Bourg, le livre de Samuel. Donc le roi Arthur s'est transformé en au livre de Samuel. Vous voyez qu'on adapte, mais c'est exactement la même histoire. Et on retrouve comme ça traces de ces musiques. C'était joué, on savait, c'était devant un public, il y avait des instrumentistes. Donc vous voyez que finalement ces musiciens juifs itinérants qui existaient déjà depuis le XIIIe siècle jouaient un répertoire international, mais s'adaptaient à leur public. C'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce titre-là, ils étaient eux-mêmes des sortes de passerelles entre les communautés juives qui étaient parfois isolées, mais pas tant que ça en fait, et le monde profane qui les environnait. C'est-à-dire que quand ils jouaient pour un public juif, ils introduisaient des mélodies qui étaient absolument pas juives. Et c'est comme ça qu'on trouve, et ces mélodies, après, souvent, en fait, rentraient dans le répertoire chanté des juifs, et même souvent dans le répertoire synagogal. Et c'est comme ça qu'on trouve dans le répertoire synagogal des mélodies de partout, qui ont été introduites souvent par ces musiciens juifs itinérants. On a malheureusement très peu de traces audibles de cette période, puisque une des particularités des musiques juives, c'est qu'il n'y a pas de notation jusqu'à il y a peu. Finalement, on a commencé à noter globalement, à part quelques exceptions, une exception notable au XIIe siècle, mais c'est assez exceptionnel. Il faudra attendre le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle pour commencer à avoir la notation de musique juive. Et puis vraiment, le XIXe, c'est là où on note, quoi. Mais avant, on n'a aucune notation musicale. C'est de la tradition orale. Donc ça se transmet comme ça, de père en fils ou de mère en fille. On a quand même retrouvé une danse juive qui a été notée par un notateur chrétien qui s'appelait Hans Neuslider et qui date de 1544, et je vais vous la faire entendre. Ça donne peut-être une petite idée de ce qui était joué par les musiciens donc pour les danses juives donc au milieu du XVIe siècle.
Voilà une courte danse qui, selon donc les sources, donc des sources chrétiennes, cherche à imiter, je cite, le style et la pratique exotique des ménestrels juifs. Donc c'est vraiment une espèce d'imitation. Évidemment, là c'est déjà mesuré, c'est-à-dire qu'on peut taper dans ses mains un rythme, enfin en une mesure, comme ça on a une pulsation, ce qui était peut-être pas le cas. Et en même temps c'est de la danse, donc on doit avoir ces pulsations. À partir du XVIe siècle, on a des témoignages sur la pratique de ces musiciens itinérants et des témoignages qui montrent qu'il y a eu un durcissement, en fin de compte, de la politique à la fois des autorités locales, des gouvernements locaux, mais aussi des autorités religieuses juives envers ces musiciens itinérants. Il faut dire que le XVIe siècle, vous savez, il y a eu à la fois au fin XVe, l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça a été vécu comme un cataclysme. C'est un siècle mouvementé. Le XVIe siècle. Beaucoup croient que l'époque messianique va arriver. Donc partout il y a des crises, j'allais dire, mystiques même. Et donc la musique est très mal vue, très mal vécue. N'oublions pas que la musique, comme je le disais, est souvent par rapport au judaïsme et les premiers temps du judaïsme associée au culte idolâtre. Donc la musique, notamment l'instrument. Donc les instruments dans la Bible étaient tolérés uniquement lorsqu'ils étaient au service du culte. Là, des instrumentistes qui jouent seuls, c'est très mal vu par les autorités religieuses et c'est assez mal vu aussi par les gouvernements locaux, donc qui accordent des permissions de jouer, mais vraiment au compte-gouttes. Ainsi, à Metz, par exemple, au XVIIe et XVIIIe, on a la trace sur des procès-verbaux, des autorisations accordées, et pas plus de 3 voire 4 musiciens étaient tolérés pour les mariages. Et pas plus, il fallait avoir une sorte de laisser-jouer en quelque sorte. Et les autorités religieuses elles-mêmes juives frappaient d'anathème ces musiciens itinérants parce qu'ils étaient peu conformes à l'éthique juive. Pourtant, ces musiciens klezmer, j'utilise le terme klezmer, même si à l'époque on ne les appelait pas comme ça, étaient toutefois donc régulièrement conviés par les communautés pour jouer lors de différentes occasions. Les mariages, bien sûr, ça c'est la première occasion pour laquelle on faisait venir ces musiciens. Et puis, bien sûr, certaines fêtes qui nécessitent la présence de musique pour exprimer la joie, c'est la fête de Simchat Torah, la fête de la Torah, qui va avoir lieu d'ailleurs dans 2-3 jours, là pas plus. Une fête importante, puisque c'est la période à laquelle on finit de lire le cycle de la Torah, et finalement, pour montrer que la Torah est éternelle, on a à peine lu le dernier passage de cette Torah qu'on recommence tout de suite au commencement. C'est un rond comme ça, et d'ailleurs le rond, on danse dans la synagogue en portant les rouleaux de la Torah, des rondes, et on verra que la ronde est très importante dans les danses klezmer également, puisque le rond symbolise cette figure infinie, éternelle. Donc, lors des mariages, cette fête de Simchat Torah et la fête carnavalesque de Purim, si on vous cite Purim, la reine de la fête Esther, ça vous dit peut-être quelque chose, qui est une fête donc joyeuse. Et puis, éventuellement, aussi lors de cérémonies officielles, comme l'inauguration de nouvelles synagogues, par exemple à Prague, qui était une ville extrêmement... il y avait un judaïsme extrêmement vivant, il y avait une vie musicale très intense, et très tôt. On trouve par exemple mention dès 1678, donc vers la fin du XVIIe siècle, de processions à Prague qui comptent plus de 20 instrumentistes, des chœurs de chantres, des assistants, des chœurs de fidèles. Vous voyez, tout ça c'est mentionné, donc on a la preuve que ces instrumentistes jouaient également dans des circonstances, j'allais dire, para-religieuses pour l'inauguration. Voilà, ils pouvaient jouer avec dans un cadre paraliturgique.
Mais encore une fois, de telles occasions ne se répétaient pas tous les jours, et pour survivre, le musicien juif devait se produire également devant un public chrétien. Et toujours pour montrer ces genres d'échanges, on a vu comme ça des musiciens juifs qui jouaient dans des orchestres locaux et des musiciens non juifs également qui jouaient dans des orchestres juifs. L'échange était dans les deux sens. Alors ces orchestres avaient différents noms selon les endroits, on les appelait capelliers, compagniers, orchestres, on voit le nom. Et c'est ainsi qu'on a eu énormément d'échanges, notamment entre les juifs et les tziganes, puisqu'il y a une communauté de destin. Les tziganes également ont un mode de vie itinérant, comme vous le savez. C'était également un peuple qui pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, est dans l'exil, donc il y a ce que j'appelle déterritorialisé. Et les deux ont une prédilection pour la musique d'influence orientale. Donc il y a des choses qui sont jouées par les uns et les autres, par exemple des morceaux comme la Doina, ce morceau est aussi bien joué par les tziganes que par les juifs. Et ce qui est très amusant, c'est qu'un des créateurs de la musique nationale tzigano-hongroise, qui s'appelle alors Mark Rosavelgil, j'espère que je le prononce bien, donc il était né en 1787 et mort en 1848, et on le considère comme vraiment le représentant de cette musique tzigano-hongroise. Quand on joue, on se réfère toujours à lui. Et en fait, son vrai nom, c'était pas du tout ça, il s'appelait en fait Mordele Rosenthal, et son orchestre tzigane était entièrement composé de juifs déguisés en tziganes. Donc vous voyez à quel point, finalement, c'était une interpénétration des répertoires et des genres. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il y a un groupe... vous savez, après, ces orchestres ont été bien sûr décimés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un disque qui est paru il y a quelques années d'un groupe qui s'appelait Musikash, qui doit jouer encore, et qui s'appelait Les derniers trésors juifs de Transylvanie ou quelque chose comme ça. Et c'était un tzigane qui n'avait pas été déporté, qui avait joué dans un orchestre juif dans les mariages avant la guerre, et qui avait en fait retransmis tout ce qui se jouait avec son orchestre dans les mariages juifs. Et c'est grâce à ce musicien tzigane qu'on a pu reconstituer un certain nombre de musiques. Maintenant, ça c'est la partie vraiment donc plutôt Europe de l'Est. Mais il faut voir qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, ces ensembles étaient généralement composés, non pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on pense musique tzigane, on pense à la clarinette, on pense à des choses comme ça. À l'époque, en fait, c'était essentiellement des instruments à cordes. C'était généralement 2 violons et une viole de gambe. La viole de gambe, c'est une sorte de violoncelle en quelque sorte, hein. C'est un peu l'ancêtre. Et puis parfois, on ajoutait à ces instruments le cymbalum. Alors le cymbalum, c'est une cithare sur table, je ne sais pas si vous voyez, donc avec des cordes tendues, et on joue avec des petits marteaux ou en pinçant, ça dépend, avec un onglet. Mais là, c'était plutôt frappé avec des petites maillotches, et qui a une sonorité très douce et virevoltante qui complète admirablement bien le jeu des violons. Et lors des grandes occasions, là oui, on pouvait engager des joueurs de trompette, voire même de tambour, notamment parce qu'au XIXe siècle, il y a un débouché qui s'est fait jour pour ces musiciens juifs, c'est qu'on avait besoin de musiciens pour les musiques militaires, notamment pour les conscriptions. Donc les musiciens juifs se sont présentés, mais quand on jouait du violon, c'était un peu difficile, donc beaucoup sont passés aux instruments avant, pour pouvoir trouver du travail en quelque sorte, hein. Ça c'est l'adaptation, ça c'est une des particularités des musiques juives et des musiciens. Donc c'est à ce moment-là, plutôt à partir du XIXe siècle, qu'on commence à voir s'introduire de plus en plus d'instruments avant, du fait de la possibilité de trouver du travail dans ces musiques, les fanfares militaires et les musiques de conscription. Et puis autre événement qui a finalement aussi influencé, c'est que fin du 19e, exactement en 1897, on commence à voir les premiers enregistrements aux États-Unis, en Europe déjà, et puis aux États-Unis, de musique juive. Et les premiers enregistrements, c'était assez rudimentaire, hein. Vous avez vu, c'était un gros pavillon, il fallait jouer devant le pavillon, et le violon, ça passait pas bien, parce que on enregistrait finalement la vibration. Donc au départ, on a essayé d'enregistrer des ensembles à cordes.
Et c'est les premiers enregistrements donc, connus de musique klezmer concernent effectivement des ensembles, petits ensembles de type, comme j'ai dit, 2 violons, un cymbalum, éventuellement même un accordéon. Mais très rapidement, les compagnies de disques ont privilégié les vents et les cuivres en raison justement des moyens techniques d'enregistrement de l'époque qui s'accordaient mieux avec le son puissant des instruments avant. Et là aussi, ça a influencé les musiciens dans le choix des instruments, puisqu'ils se sont dit qu'ils pouvaient faire des disques, et ce qui est toujours un peu le rêve de chaque instrumentiste. Donc, progressivement, le tuba a remplacé la contrebasse, et même aux États-Unis, sous l'influence du jazz, on a utilisé le saxophone, le banjo, etc. On va entendre un des premiers enregistrements, c'est pas le tout premier, mais un des premiers enregistrements de musique klezmer. Il s'agit d'un orchestre roumain de Belz, qui est réalisé par une compagnie, donc enregistré par une compagnie de disques russe, et qui date de 1910. Et je vous demande de bien faire attention, on entend une clarinette là, avec ces ornementations moqueuses qui sont vraiment typiques du style klezmer. Et il s'agit d'un recital, c'est une danse au tempo plutôt lent. Voilà, on va l'entendre, avec des ornements assez typiques aussi. Et là, on voit la fin, ça c'est caractéristique souvent de ces danses klezmer, on en parlera, c'est cet arrêt brusque, pam pam, qui intervient très rapidement, on verra pourquoi. Après, juste dire que là, c'est un enregistrement ancien, mais en fait, il en reste beaucoup qui sont encore aujourd'hui, parfois n'ont jamais été édités, parce qu'il y a eu des campagnes ethnographiques qui ont été lancées au début du XXe siècle, notamment grâce à des mécènes comme le baron Gainsbourg, en Russie, qui a financé des musiciens, des chercheurs comme Yoel Engel ou d'autres, et plus tard Moshe Beregovsky, pour aller enregistrer sur des cylindres. Donc ils parcouraient les shtetl, enfin ce qu'il en restait, parce que déjà la vie, ça a commencé à changer. Ils avaient senti que ça allait, le monde était en train de changer, le shtetl changeait. Ils n'avaient pas encore pressenti malheureusement ce qui allait venir avec la vague nazie, mais ils ont enregistré et... En Ukraine, à Kiev,
il existe encore des centaines et des centaines de cylindres qui n'ont pas tous été encore numérisés, qui n'ont pas été dans lesquels on peut entendre ce genre de musique. Donc ça, c'est des pistes très intéressantes. La vie était difficile en Europe de l'Est, avec les pogroms. Beaucoup de juifs, des centaines de milliers, ont commencé à émigrer. On parle de l'émigration beaucoup en ce moment des migrants, mais c'est un phénomène qui a toujours existé. Et il y en a beaucoup eu justement à cette époque-là, fin 19e, début 20e. Et des centaines de milliers d'Europe juive, donc d'Europe centrale et orientale, ont émigré aux États-Unis notamment. Et parmi eux, beaucoup ont trouvé du travail dans les théâtres, les cabarets, les hôtels, les cafés, les cirques même, et plus tard les cinémas. Et la communauté juive américaine, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'entre 1875 et 1914, donc en l'espace de même pas 40 ans, la communauté juive américaine, elle est passée de 275 000 juifs à plus de 3 millions en l'espace de moins de 40 ans. Donc vous voyez un petit peu à quelle vitesse, en moins de 40 ans, ça a poussé. Donc très rapidement, on a eu besoin de ces musiciens, puisque ces juifs qui arrivaient donc de ces shtetl, la première génération, tout au moins, voulaient conserver, c'était leur Madeleine de Proust, il fallait entendre ces musiciens. Donc ces musiciens ont trouvé facilement du travail dans ces cafés, ces restaurants et même à la radio. Et le théâtre yiddish a été également un lieu où ces chanteurs et ces instrumentistes ont pu donner libre cours à leur talent. Et c'est ainsi qu'une nouvelle génération de chanteurs, tels Aaron Lebedev, ou Molly Picon, ont émergé à cette époque. Et je parle de Molly Picon parce qu'on va voir un film. Alors il y a un film qui est très connu. Bon, Molly Picon est née à New York. Elle s'est fait connaître en interprétant des rôles en yiddish et en anglais. Et elle a donc fait plusieurs enregistrements et plusieurs films. Un notamment qui s'appelle Yiddle mit den Fiddle, qui veut dire le petit juif avec son violon. Et elle joue dans ce film le rôle d'une jeune fille juive polonaise qui a perdu sa mère et qui se déguise en garçon pour pouvoir se produire avec son vieux père dans les bourgades de Pologne. Parce qu'inutile de vous dire que les femmes n'étaient pas musiciennes, les femmes étaient à la maison, les musiciens étaient uniquement des hommes. Mais comme elle est seule avec son père et que son père ne veut pas la laisser parce que c'est beaucoup trop risqué, le stratagème, tu vas te déguiser en garçon et tu viens me suivre dans mes tournées. Et comme ils étaient que deux, ils vont rencontrer deux autres musiciens, ça tombe bien parce qu'ils vont comme ça trouver leur petit groupe. Donc il va y avoir le violon, le fameux violoncelle, la clarinette et tout. Et ils s'associent pour jouer. Et évidemment, il se passe ce qui devait se passer. Yiddle déguisé en garçon, ça n'empêche pas. Elle a des sentiments pour un des autres musiciens. Donc vous voyez les ambiguïtés. Et à l'époque, il n'y avait pas de Pax, il n'y avait pas tout ça. Donc ça posait quelques problèmes. Et ce qui est intéressant dans ce film, outre l'anecdote, c'est que ça a été tourné véritablement en Pologne en 1936, excusez-moi. Et donc ça a le mérite de nous faire voir ces communautés, cette civilisation juive qui a complètement disparu, broyée par la guerre juste après. Donc on va voir une scène particulièrement révélatrice, c'est la scène du mariage, puisque c'est là que jouent le plus les musiciens itinérants. Donc il y a cette scène de mariage, je vais la mettre de suite, je voudrais juste dire un mot. Vous allez voir comment ça se déroule, où sont les musiciens, je commenterai un petit peu mais rapidement. Ils jouent toujours, quasiment, les musiciens jouent debout, ça c'est une des particularités des musiques klezmer. Il ne faut pas oublier que ils ont un rôle fonctionnel, donc ils accompagnent le mariage, et comme dans les mariages juifs on se déplace beaucoup, ça commence donc là, on va voir déjà, il y a une scène où la mariée est assise, et puis il y a le maître de cérémonie qu'on appelle un badran, il est en train de faire un petit peu l'article, et lui il doit faire pleurer l'assistance. Alors il y a toutes les femmes qui pleurent, et il évoque tout le monde, la mémoire de la mère, enfin bon, qui est là, qui serait tellement émue de voir sa fille se marier, etc. Et après, la fiancée va être conduite sous le dais nuptial qui se trouve à l'extérieur. Donc on verra qu'il y a toute une cérémonie, le marié tourne autour de la mariée, encore la symbolique du cercle, de la ronde, et toujours les musiciens suivent et jouent debout en suivant. Et quand il y a les danses, là aussi, ils jouent debout et ils s'adaptent, on va le voir tout de suite dans cette scène-là. Alors, on y va, le temps de mettre ça, et voilà. C'est en yiddish, mais tout le monde peut comprendre. Ou presque.
C'est sous-titré anglais. Hein. Alors la mariée et l'actrice, c'est pas toujours le cas, mais quand vous aurez vu la tête du marié, vous comprendrez pourquoi. Bei Kalle schiet hier, kiek wie als dit was so schön ganzen in Schemmerien. Im Wald mit dir in der Maseldicke Schot, in der Köpfe führen. Und was bist du also traurig? Es kommt doch auf dir die Schie. Was tragt noch dann sie weg? Ich hab schon einmal am Erzieher. Dein Husten scheint, als ob die Sinne mit dem Tamm ist. Als mit dem Collage, deine Sonne, Damme, Damme. Alors ce n'est pas le père du mari, de la mariée, c'est le marié. Hein. Jasmuren, aufgespielt so werden, mit vierte Kalle. Arei az Kedeses liebes Abbas, sie kedat Moishevis Ruhe. Il joue debout, hein, toujours le violoncelle. Alors il y a des danses, pour chaque occasion, là c'est la danse de grand-mère, vous verrez que...
Voilà, alors, évidemment, les musiciens ont disparu avec la mariée pour la sauver, donc ça, c'est la suite du film. Et si vous voulez le regarder, c'est Yiddle Minute Fiddle, c'est un très très bon film. Ce qu'on voit ici, c'est intéressant, j'ai encore un extrait à passer, mais le temps passe aussi très vite, donc je vais être obligé de raccourcir beaucoup. C'est que la musique donc dite klezmer, c'est avant tout une musique de danse, pour les mariages comme on l'a vu, mais en même temps les musiciens ils jouent à tous les moments de la cérémonie, c'est-à-dire qu'on entend à un moment, il y a une bénédiction qui est faite pour les mariés, et on n'entend presque pas de différence. Ce qui explique l'interpénétration des répertoires liturgiques et profanes, c'est que finalement, dans la musique klezmer, on utilise les mêmes modes que dans la musique synagogale d'Europe orientale, puisque la musique a une continuité dans le déroulement de la cérémonie. Dans les danses, il y avait plein de choses à dire. Alors juste avant que je dise un mot sur les danses, dire que malheureusement la musique qu'on entend, c'est pas la musique qui était jouée tout à fait en Pologne, puisque dans les standards de l'époque, le cinéma américain faisait appel à des compositeurs. Donc c'est une musique qui a été composée, ce qu'on entend ici, mais c'est quand même très inspiré, si vous voulez. Même la chorégraphie, il y a quand même une chorégraphie des danses. On n'est pas sûr que ce soit aussi... voilà. C'était sans doute un peu plus désorganisé. Toujours pour en revenir au cinéma américain, juste une autre scène, je ne résiste pas à l'envie de vous la mettre parce qu'elle est vraiment symbolique aussi de cette musique klezmer et des danses qui vont avec. C'est dans la fameuse comédie Le violon sur le toit. Alors là, on remonte dans les années 60 et on a une scène de mariage avec une autre danse que je vais vous mettre, c'est la danse de la bouteille. Alors vous savez, la danse de la bouteille, le principe c'est de se mettre une bouteille sur la tête, sur un chapeau et de danser avec. Alors, il y avait plein de danses, hein. Il y a aussi la danse des belles-mères, ça ils avaient tout compris. Ils avaient compris que si on voulait amadouer les belles-mères entre les futurs mariés, il fallait les faire danser ensemble. On démarrait comme ça d'un meilleur pied. Donc à chaque fois, c'était très organisé, il y avait des danses pour chaque chose. Hein. Donc les grands-mères, les belles-mères, la bouteille, enfin voilà. Et souvent, comme vous le voyez, comme on est dans un milieu, donc le milieu des Chassidim, c'est ce mouvement mystique qui est né en Podolé au XVIIIe siècle. Souvent, les hommes et les femmes, tout le temps, sont séparés. Hein. Ils peuvent danser côte à côte, mais ils dansent généralement pas ensemble. Donc on va voir cette danse de la bouteille, ici, le violon sur le toit. Alors il y a toujours le bris de verre, on casse un verre en souvenir du temple de Jérusalem, et ça enchaîne avec donc... Alors, c'est très arrangé au niveau des danses, hein, mais...
si on peut rallumer. Voilà, si on peut rallumer. Donc voilà quelques exemples, mais tout à fait parlants, si je puis dire, de l'utilisation des musiques instrumentales dans les mariages. 90% des musiques klezmer étaient jouées pour les mariages. Et alors donc, comme je l'ai dit, malheureusement, les nazis ont rasé tout ça. C'est pas seulement 6 millions de juifs morts, c'est 6 millions, mais c'est aussi des centaines de millions de musiques qui ont disparu avec eux. Tout ça est parti, puisque c'était transmis oralement. Et en fait, la musique klezmer a pu survivre uniquement parce qu'il y avait eu ces musiciens qui ont émigré, notamment aux États-Unis, où elle a continué à prospérer, donc comme musique de danse et de réjouissance, notamment grâce à des musiciens comme Abi Schwartz, je vais te donner quelques noms, Harry Kandel, Naftuli Brandwein ou Dave Taras. Bon, là j'en aurais plein à vous faire entendre, malheureusement on n'aura pas le temps, mais ils ont été enregistrés parce que l'industrie du disque américaine s'est intéressée dès la fin du 19e siècle à ce répertoire, et on sait qu'aux États-Unis il y a eu à peu près quand même 50 000 disques de musique juive qui ont été gravés entre 1894 et 1942, vous voyez, ça fait beaucoup quand même, en moins de 50 ans, 50 000 disques de musique juive, et il y en avait 700 pour la seule musique klezmer, donc ça représente un pourcentage qui n'est pas négligeable. Et ça a eu un effet, ça fait connaître cette musique, ça a eu un effet un petit peu pervers, alors c'est que ça a eu pour effet de standardiser les pièces, c'est-à-dire qu'après, cette musique est une musique de la spontanéité, un peu comme le jazz. On doit pouvoir être libre, pouvoir improviser. On doit pouvoir, c'est avant tout une musique fonctionnelle, une musique de danse. Donc, comme vous le voyez, il faut suivre. Quand à un moment, il y a une grand-mère, là, elle tombe, et hop, il faut, le musicien, vite, il finit pour pas qu'elle tombe complètement, il enchaîne avec une autre danse. Donc, à chaque fois, c'est une musique qui est totalement spontanée. C'est pas du tout une musique écrite. Et le fait de la graver ou de l'écrire, ça a tendance un petit peu à figer les choses. Donc, et en même temps, c'est ce qui nous a permis d'avoir des traces encore aujourd'hui. Il y a eu une période où la musique klezmer a vécu une véritable éclipse. C'est grosso modo avec la création de l'État d'Israël en 1948, après-guerre. Si vous voulez, l'hébreu a remplacé le yiddish, et la nouvelle culture israélienne est devenue un petit peu le lieu de référence obligé pour la diaspora. Donc pendant un certain temps, ces musiciens vraiment ont eu du mal à trouver du travail. Ils ont continué à jouer un petit peu, mais on faisait beaucoup moins appel à eux qu'avant la guerre. Et cette musique dite klezmer est revenue sur le devant de la scène à partir des années 1970, finalement, aux États-Unis, entre 1970 et 1980, parce que quelques musiciens, qui étaient souvent issus de familles juives, mais parfois d'ailleurs souvent de mariages mixtes ou de choses comme ça, ont eu besoin de puiser dans leurs racines et se sont intéressés à leurs racines musicales. C'est souvent une façon de reprendre contact. Vous savez, on dit souvent que quand on est loin de la religion, il reste deux choses essentielles, c'est la musique et la cuisine. Mais c'est la vérité, il y a beaucoup de gens et ça fait émerger des choses. Donc certains musiciens, comme bien sûr le clarinettiste Giora Feynman, mais aussi Henri Sapoznik ou Lev Lieberman, qui faisait partie d'un des premiers groupes de musique new-yorkais qui s'appelait les Klezmorim aux États-Unis, ont ressenti le besoin de retrouver leurs racines culturelles, tout en ne tombant pas, si vous voulez, dans l'orthodoxie religieuse ou dans le sionisme. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé cette musique, en allant enregistrer, en se réappropriant cette musique. Donc c'est un phénomène vraiment de reculturation, de réappropriation. Et c'est parti tout doucement. En 1970, il y a eu donc ce mouvement revival aux États-Unis. En 1970, on comptait 3 orchestres klezmer pour tous les États-Unis. C'est tout. En 1990, il y en avait déjà plus de 50, dont 10 pour la seule agglomération de New York. Et évidemment, en France, c'est venu plus tard. On a toujours un petit décalage par rapport aux États-Unis. C'est venu à peu près vers le milieu des années 80, et surtout dans les années 90, où on a commencé à jouer de plus en plus cette musique klezmer, à tel point qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne compte pas le nombre de groupes klezmer. Il y en a en France partout, dans toutes les régions, même en Bretagne. Je ne sais pas combien de groupes en Bretagne. Alors, une des particularités aujourd'hui de la musique klezmer, c'est qu'elle est jouée par tout le monde. Je dirais absolument 90%, ou peut-être pas 90%, mais au moins 80% des musiciens ne sont absolument pas juifs. C'est une musique qui, encore une fois, il y a des similarités avec le jazz, parce que c'est une musique instrumentale, donc il n'y a pas la barrière de la langue, c'est une musique de l'improvisation, donc c'est une musique qui s'apprend assez facilement,
Et aujourd'hui, on trouve, par exemple en Bretagne, il y a le Begele Orchestra, il faut quand même le faire. Vous voyez, ça c'est le mélange de la musique bretonne, mais il faut dire que aussi chez nos amis bretons, il y a cette tradition des rondes, cette tradition de la musique populaire qui est commune avec la musique klezmer. Donc, on a le klezmer aujourd'hui revit sous des tas de formes. Ce qui est intéressant, et là je passe, parce que j'aurais pu vous parler de plein de choses, des instruments de musique, il y avait des choses intéressantes, des interpénétrations, répertoire liturgique et tout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le klezmer, si vous voulez, a quitté clairement, il a complètement changé de fonction. On n'est plus du tout dans une musique de danse pour les mariages. Aujourd'hui, dans les mariages juifs, c'est plutôt, on vous met les dernières variétés, enfin, ou de la musique israélienne, ou différentes choses comme ça. C'est rare qu'on vous mette. On peut avoir un orchestre de musique klezmer, mais il joue de tout. Enfin, bon. Donc, on a des musiciens qui, par rapport à cet héritage, parce qu'on est dans une position plutôt dans une musique patrimoniale, plutôt qu'une musique vécue. C'est encore vécu. Excusez-moi, c'est encore vécu chez les Hasidim, à New York ou dans certains. Oui, ça, oui. Mais c'est rare. C'est rare. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, cette musique, elle est jouée sur scène. Alors que, comme vous le voyez, c'était pas du tout le cas avant. Hein. Je veux dire, les musiciens dits klezmer, ils étaient plutôt en coulisses. C'est eux qui suivaient. C'était la dernière roue du carrosse. Donc, elle est montée sur scène, cette musique, avec la problématique pour les musiciens d'aujourd'hui. Comment on fait pour passer d'une musique de tradition à une musique patrimoniale? Comment on fait vivre cette musique? Comment on la perpétue? Est-ce qu'on reproduit simplement les enregistrements du passé au risque de figer? Parce que d'abord, on a vu au long de ce bref exposé que ces musiques instrumentales, elles n'ont pas cessé d'évoluer dans le temps, elles ont suivi les modes. On est dans une musique, bien sûr, de danse, une musique, donc il faut que ce soit une musique actuelle. Vous imaginez pas, dans un mariage, jouer des danses d'il y a 300 ans, ça passera pas du tout. Donc les musiciens ont toujours fait évoluer le répertoire. Donc que faire avec cette musique aujourd'hui? Vous avez des musiciens qui, donc... ont décidé de respecter la tradition. C'est certains comme par exemple Joel Rubin ou Andy Statman ou Josh Horowitz qui reproduisent plus ou moins les sons et les arrangements du passé en introduisant des légers changements, mais souvent en mélangeant avec le jazz, s'appuyant sur des grilles, etc. Et d'autres qui, au contraire, et c'est souvent les plus nombreux, ont marié les musiques juives d'aujourd'hui avec toutes sortes de musique contemporaine, le jazz, j'en ai parlé, je pense à David Krakauer, à John Zorn, d'autres même avec le rock, les klezmatiques, certains avec la musique électro, et même les musiques du monde, avec la musique indienne, les musiques celtiques, les musiques turques. Et on pourrait s'étonner un peu de tout ça, mais en fin de compte, et c'est ma dernière petite pirouette, après tout, le klezmer n'est-il pas une musique de mariage? Voilà.